du fait littéraire. Et je donne tout de suite la parole à Martin Rueff. Merci. Donc, entre herméneutique et philologie, d'une science sans nom. On ne saurait exclure que le besoin de redéfinir les conditions de possibilité de notre spécialité, auquel répond ce colloque, ne trouve son origine dans le mouvement de recul qui affecte dans l'enseignement, mais aussi dans la recherche, ce qu'il faut bien appeler du nom de théorie. Comme il s'agit de plus en plus souvent, et non sans légitimité, de défendre, au sein du sens commun devenu un peu étrangement l'horizon d'une certaine doxa universitaire, la richesse de nos pratiques, leur impeccable acribie, leur inappréciable singularité, leurs individualités frémissantes, contre ce qui apparaît comme la terreur grise de la théorie, ses abstractions, ses dédains, quand ce n'est pas contre le vieux schéma comique de la mécanique plaquée sur du vivant, je voudrais prononcer un petit plaidoyer pour la théorie dans nos spécialités. Ce qui ne veut pas dire exactement qu'il s'agira d'un plaidoyer pour la théorie littéraire, expression sur laquelle planent de nombreuses confusions et qui a connu des variantes qu'on pourrait classer en fonction du double rapport de cette théorie avec ses principes et avec ses règles. Cette théorie, j'hésite à la nommer, mais je veux au moins montrer les deux pôles entre lesquels elle se construit dialectiquement. C'est à tout le moins expliquer mon titre. En 1964, au moment de rendre compte de la parution anglaise de Saturne et la mélancolie, études en histoire de la philosophie naturelle de la religion et de l'art, le fameux livre de Panofsky, Klibanski et Saxel, l'historien français Robert Klein écrivait « Je ne crois pas que l'esprit warburgien ait été jamais mieux illustré. Cet historien, Warburg, a créé une discipline qui, à l'inverse de tant d'autres, existe, mais n'a pas de nom, et qui repose essentiellement sur l'étude des croyances scientifiques, parascientifiques et religieuses, envisagées sous l'angle de la tradition, de leurs expressions symboliques et artistiques. À n'en pas douter, c'était cette science sans nom, entre histoire de l'art, iconologie et esthétique, que Robert Klein pensait pour son propre compte, et ce, bien avant que Warburg et Benjamin ne devinssent, via leur reprise italienne, je pense à Carlo Ginzburg, le plus philologue des historiens, et à Giorgio Agamben, un des plus philologues des philosophes, ou de ses reprises françaises, je pense à Didier Huberman, les références théoriques obligées de nos disciplines. Et de fait, c'est aussi à Warburg que renvoie l'article « La forme et l'intelligible » qui remonte à 1958 et dont Chastel avait si bien perçu l'importance qu'il a repris son titre pour le volume posthume des articles de Klein. La science sans nom de Warburg, comme celle de Klein, répond à un triple réquisite. C'est une science historique, puisque son objet est la tradition. Wittkower dira pour lui « migration des symboles », et on évoque aujourd'hui très volontiers le transfert des pathos formels. Donc c'est une science historique. C'est une science herméneutique, puisqu'elle se penche sur les expressions symboliques, et c'est une science esthétique, puisqu'elle porte sur des œuvres. Comme les difficultés qui s'attachent à ces trois réquisites, ainsi que leur nouage, ne sont pas étrangers à celles de notre spécialité, il n'est peut-être pas inutile de commencer par les préciser. Une science historique d'abord, au sens précisément où Warburg entendait étudier la réinscription des pathos formels dans telle époque, dans tel contexte. Je rappelle que Warburg s'inspire des recherches du linguiste Osthoff sur le caractère primitif des superlatifs et qu'il entendait par là comparer les représentations de certains gestes, que l'on pouvait citer comme des formules, à des superlatifs verbaux, à savoir aux paroles primordiales de la gesticulation passionnée. Warburg a étendu cet élément d'ambiguïté au pathos formel. J'insiste un peu sur le fait que la doctrine de l'historicité de Warburg, et je donne ici raison à Ginzburg
contre Didier Berman, lui fut en partie inspiré de ses lectures hegéliennes, mais surtout inspiré par ses lectures de philologie. La prise en compte de la philologie mythologique d'Usener, l'auteur de l'ouvrage sur les noms divins, est essentielle à la compréhension de la pensée de Warburg. Et dans ses années d'études à Bonn, Warburg avait insisté aux conférences d'Usener. Il écrit même dans une lettre fameuse « En fait de philosophie, le cours de Usener m'est suffi. Quant au professeur Justi, qui est le numéro 1 en histoire de l'art, j'irai l'écouter le semestre prochain après m'être penché de plus près sur ses travaux de philologue. » Pour Warburg, donc, le savoir philologique est un préalable aux études d'histoire de l'art. Par ailleurs, il envisage l'approche d'Usener comme philosophique, et donc à ses yeux, il y a comme une continuité entre philologie et philosophie, continuité qui ne va pas tarder à se révéler au cours du XXe siècle comme problématique. C'est cependant à cette conception que Warburg, et Benjamin aussi, s'accrochent. Pour eux deux, la philologie est la condition nécessaire à toute activité historique. De quelle histoire la science sans nom est-elle l'histoire ? Je n'hésiterai pas à dire pour ma part qu'elle se voue à étudier ce qu'on pourrait appeler, après Foucault, des a priori historiques, terme nettement préférable à celui d'épistémé, c'est-à-dire l'ensemble de ce qu'on peut dire à une époque ou à un moment de l'histoire. Qu'on me permette un exemple, on peut très bien étudier le voile, par exemple le voile de Julie, comme pathos formel contradictoire, et se demander comment il vient à s'insérer dans telle époque, dans tel a priori historique. Deuxièmement, la science sans nom est une herméneutique.
qu'il met en scène est toujours un peu le nôtre. Je cite Kant. On nomme un ensemble de règles, même pratiques, une théorie, dès lors qu'on peut les considérer comme des principes pourvus d'une certaine universalité et qu'on fait abstraction d'une quantité de conditions qui ont pourtant nécessairement une influence sur leur application. Inversement, on n'appellera pas pratique n'importe quelle occupation, mais seulement la mise en œuvre d'une fin dont on peut considérer qu'elle observe des principes de conduite qu'elle se représente de manière nécessaire. Kant poursuit, il est évident qu'entre la théorie et la pratique, il faut en plus un intermédiaire qui assure la connexion et le passage de l'une à l'autre, et ce, même si la théorie est complète. Car il faut joindre au concept de l'entendement qui contient la règle un acte de jugement, de la faculté de juger, qui permet au praticien de décider si le cas tombe sous la règle ou non. Et comme la faculté de juger n'a pas besoin que lui soit donnée à son tour des règles pour se diriger dans cette subvention, parce que cela irait à l'infini, il peut se faire qu'il y ait des théoriciens qui ne deviendront jamais de leur vie des praticiens parce qu'il leur manque la faculté de juger. C'est le cas des médecins, dit Kant, ou des juristes, mais il aurait pu ajouter de quelques traductologues, qui ont fait de bonnes études théoriques, mais qui ne savent pas comment s'y prendre vraiment quand il s'agit de donner un conseil concret. Même là où on rencontre ce don naturel, dit Kant, il se peut qu'il manque encore quelque chose dans les prémices. Il se peut en effet que la théorie soit incomplète et qu'on ne puisse la parachever qu'en lui adjoignant des essais et des expériences qui restent à faire. Dans ce cas, si la théorie ne vaut pas grand-chose pour la pratique, cela ne tient pas à la théorie, mais au fait que ce n'était pas suffisamment que la théorie avait été élaborée. On aurait tort de sous-estimer la portée de ces distinctions. Kant les formule dans l'horizon du savoir pratique. Or, le canon de la critique de la raison pratique nous l'a enseigné et pratique tout ce qui est possible par liberté. La pratique, éthique, politique ou esthétique, c'est la sphère de la liberté. Ici se joue le savoir de la liberté de l'homme, à laquelle nos disciplines ne sont pas étrangères en droit, ce qui pourrait être, au-delà de toute justification personnelle, la racine de ce qui nous attache à elle. Or, en la matière, Kant ne cesse de revenir sur l'importance de la théorie parce que la théorie est énonçable, partageable, généralisable. Elle est exactement ce qui nous prévient contre les faux prestiges de l'autorité pratique, le « regardez comment je sais faire » des grands prestidigitateurs sensibles de l'explication de texte, par exemple. La thèse de Kant est simple, ce n'est pas un excès de théorie qui nous éloigne de la pratique, c'est un défaut de théorie ou une pratique défectueuse qui nous prive du sens de l'expérience. Encore faut-il, entre théorie et pratique, comme entre intuition et concept, quelque chose qui opère comme un truchement, la règle. Et la règle, c'est l'affaire du jugement. C'est ici que se situe le problème et le destin de la science sans nom entre philologie et herméneutique. Car au moment de définir la faculté de juger, c'est-à-dire la faculté de subsumer sous des règles dans son contraste avec l'entendement, c'est-à-dire la faculté des règles, Kant souligne l'autonomie de la première vis-à-vis du second en montrant que leur identification conduirait, comme je l'ai dit, à une régression à l'infini. Je cite, « que si elle, la logique générale, qui relève de l'entendement, voulait montrer d'une manière générale comment on doit subsumer sous ces règles, c'est-à-dire discerner si quelque chose y rentre ou non, elle ne le pourrait à son tour qu'au moyen d'une règle. Or, cette règle, par cela même qu'elle est une règle, exigerait une nouvelle instruction de la part de la faculté de juger, car, fin de la citation, elle devrait être plus ou moins bien appliquée correctement ou incorrectement. En fait, la supposition d'une nouvelle règle, qui expliquerait comment on peut appliquer les règles à un cas, est en réalité absurde. Parce qu'en énonçant ce qu'est ici la correction de l'application, cette nouvelle règle ne pourrait combler l'hiatus entre la première règle et son application, car elle devrait à son tour être correctement appliquée. Il s'ensuit que la faculté de juger, dit Kant, est un talent particulier
ou d'un corpus. Si l'herméneutique nous permet d'inscrire les études littéraires au sein d'une recherche plus complète de notre être au monde, entre les choses et les personnes, elle a sans doute des leçons de méthode à recevoir de la philologie. Et si la philologie a pour vocation de nous dire comment X a dit ce qu'il a dit, c'est d'ailleurs la méthode de l'historien inquiet, je pense à Ginsburg, inquiet du partage des voix et terrorisé par les effets de prosopopée, eh bien cette philologie a peut-être elle aussi des leçons d'humilité à recevoir de l'herméneutique. La science sans nom que nous pratiquons n'est possible que dans la dialectique de l'herméneutique et de la philologie, au point peut-être que cette discipline devra, à terme, se passer même du nom de science, même si je n'oublie pas que Peter Zondy, un des plus grands philologues de la seconde moitié du... Il me reste 5 minutes. 2 minutes. Écrivait à Siegfried Unseld en octobre 68 qu'il envisageait une revue dont le terme serait, je cite, « science critique de la littérature », où critique d'ailleurs devait être entendu pour lui au sens de théorie critique de la société. Il me reviendrait maintenant à évoquer le double parcours qui va de la philologie à l'herméneutique et de l'herméneutique à la philologie, et de faire de ce va-et-vient la dialectique même de la science sans nom. Il s'agirait de montrer, à partir d'un texte de Zondy qui s'intitulait d'abord Zum Erkenntnisproblematik in der Literaturwissenschaft, la problématique de la connaissance de la science de la littérature, et que Zondy a repris ensuite sous le titre Au sujet de la connaissance philologique. Il s'agirait de montrer quelles sont donc les prétentions rationnelles, les prétentions en termes de connaissances scientifiques, selon Zondy, de la philologie, et essayer de montrer justement ce que la philologie peut apporter à l'herméneutique. En retour, il s'agirait aussi de montrer ce que l'herméneutique peut et doit apporter à la philologie, en étudiant, c'est ce que j'avais préparé pour vous, le statut des règles dans l'herméneutique, en essayant de montrer que, en dépit de ce que veulent prétendre aujourd'hui les philosophes analytiques, presque de tous bords, on peut dire, il y a des règles en herméneutique. La grande critique de Tugendhat ou de Appel ou Habermas à l'herméneutique gadamérienne, c'est-à-dire il n'y a jamais de règles dans ce que vous faites, donc vous n'avez pas de concept de vérité. Donc, pour la philosophie analytique, aujourd'hui, on ne peut pas parler de vérité et méthode, il faut toujours dire vérité contre méthode. D'accord ? En réalité, en herméneutique, il y a des règles, et ces règles, justement, ont quelque chose à voir avec l'effort que j'évoquais de la philologie. Alors je conclus, parce que je ne veux pas dépasser le temps. Tant que nous n'aurons pas l'aplomb de déclarer de manière exotérique et publique que ce dont nous sommes spécialistes, dans une tension continue et sans nom entre herméneutique et philologie, c'est bien des doctrines du sens, investies historiquement dans des formes linguistiques, et que nous ne désespérons pas d'énoncer des règles pour la compréhension de nos objets, ces objets que nous aimons à la folie, j'entends que nous aimons vraiment d'amour, alors l'opinion publique nous demandera, de manière plus ou moins amène, de quoi nous nous mêlons. J'ai tendance, je l'avoue, pour ma part, à croire que cette sollicitation n'est pas mauvaise.